La lettre Q nous engage à parler d'une notion qui finalement a été présente de façon sous-jacente depuis le début de notre entretien, c'est la notion de question. La philosophie, la pensée philosophique, c'est toujours construite sur l'idée qu'elle était en perpétuel mouvement et qu'elle ne devait jamais finalement se stabiliser sous peine de devenir de l'opinion ou de la doxa ou du préjugé. Pour assurer ce perpétuel mouvement, la philosophie voyage de question en problème, de problème en question, de question en réponse, etc. Qu'est-ce qu'une question philosophique, tout simplement? Et puis, qu'est-ce qu'un problème philosophique? Et quelle est la distinction entre une question et un problème? Il y a deux positions sur le problème de la question. On peut penser qu'il y a des questions qui sont philosophiques en soi. Par exemple, est-ce que la vie vaut la peine ou pas d'être vécue? Puis on peut penser que n'importe quelle question peut être traitée philosophiquement. C'est le mode de traitement de la question et non pas le contenu de la question qui est en elle-même, disons, philosophique. Mais quelle que soit la définition, disons, qu'on donne de la question, le fait est que dans la démarche philosophique, tout commence par la question. Mais si on s'en tenait simplement, disons, à la question, on ne verrait pas la complexité, disons, qu'elle recouvre. C'est-à-dire que la démarche philosophique, c'est toujours une démarche qui va de la question vers le problème. Problème en grec, ça veut dire la difficulté. C'est-à-dire on s'aperçoit que la question, disons, que l'on pose, elle est difficile à résoudre. Elle fait problème. Elle est problématique. Et précisément, élaborer un problème, problématiser, c'est découvrir quels sont les enjeux existentiels, par exemple, fondamentaux pour la condition humaine de la question, et à quel point il est urgent, pas au niveau temporel, mais au niveau existentiel, d'essayer, disons, de la résoudre. Donc la question, ce serait le jaillissement brut d'une préoccupation existentielle, quelque chose qui advient dans l'individu, et la problématique, ce serait le moment où on fait apparaître ce qui était caché sous cette question de façon dans une sorte de démarche d'ingénierie problématique, où on commence à articuler des choses plus complexes. Je vais prendre un exemple. Oui. Par exemple, un des grands problèmes philosophiques, c'est qu'est-ce qu'autrui? Qu'est-ce qu'autrui? L'autre est quelqu'un quand même qui m'interpelle, quoi. Comme dit Lacan, c'est quelqu'un qui n'est pas quiconque. Et donc, quelque part, je suis interpellé par autrui. Mais ce n'est pas évident de savoir ce que c'est qu'autrui. Non, ça, c'est la question. Alors, on va aller de la question au problème. C'est-à-dire, on va essayer de voir à quel point répondre à la question qu'est-ce qu'autrui, c'est extrêmement difficile. Et ça, on s'en aperçoit très vite, parce qu'autrui, il apparaît un petit peu comme ambivalent, comme à double face. Parce qu'autrui, c'est à la fois l'autre, donc quelqu'un qui est différent de moi, mais en même temps, autrui, c'est celui qui me ressemble. C'est comme moi, quelqu'un qui partage, disons, la condition humaine. Donc nous avons à la fois des choses qui nous rassemblent parce que nous nous ressemblons, et en même temps des choses où nous différons absolument fondamental par notre singularité, ne serait-ce que notre marqueur, par exemple, disons, biologique, notre ADN. Donc on s'aperçoit que finalement, quand on veut répondre à la question, disons, qu'est-ce qu'autrui, alors est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il est autre? Comment peut-il être à la fois différent et le même? Et donc là, on est en pleine, disons, de la difficulté. Donc là, par exemple, la problématique, ce serait comment autrui peut être à la fois différent et semblable. Voilà. D'accord. Et comment je peux articuler, disons, dans ma pensée, ces deux aspects qui, au premier abord, en tout cas, sont contradictoires. Et ils le sont. Et j'ai l'impression que du coup, là, on retrouve notre image de l'arbre, parce qu'on dirait qu'il y a cette question, qui serait peut-être un petit tronc, et à partir de la question, il y a des problématiques qui seraient d'autres embranchements, finalement. Tout à fait. Et que là encore, c'est toujours une démarche de déploiement et de dépliement de tout ce qui est caché et sous-jacent, quelque part. Juste pour revenir simplement sur la question, dans un article que vous avez publié en 2011, vous dites que les questions philosophiques se caractérisent par le fait qu'elles ne s'épuisent jamais, que finalement on peut les travailler, on peut les problématiser, on peut y répondre, etc. Mais elles nous résistent et puis elles nous survivent quelque part. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais avoir le dernier mot? Ou alors, est-ce qu'il y a des philosophes qui ont déjà cru avoir le dernier mot? Mais toute l'histoire de la philosophie, c'est le refus par les philosophes derniers-nés
finalement de ce qu'on pensait auparavant, et en même temps il s'en inspire, c'est-à-dire il y a une espèce dans l'histoire de la philosophie, une espèce de continuité et en même temps sans arrêt de rupture. On dit par exemple il y a avant Descartes, il y a après Descartes, il y a avant Socrate et puis il y a après Socrate, etc. Donc comme si à la fois il y avait une rupture, donc il y a une continuité. Et il y a des philosophes qui eux pensent qu'ils ont vraiment trouvé la vérité. Par exemple, donc pour Platon, ça va être les idées qui se trouvent donc au ciel. Et puis ensuite, je pense à Hegel, par exemple, qui se prend un petit peu pour l'incarnation de l'esprit absolu et qui pense qu'il incarne la fin de la philosophie, que la philosophie va s'arrêter quelque part avec lui, parce que précisément il a trouvé le fin mot de l'histoire, disons, de la philosophie. Mais je crois qu'il faut bien distinguer un système, par exemple le système platonicien ou le système hegelien, par exemple, d'une pratique philosophique. Et autant les systèmes peuvent avoir une cohérence interne, mais aussi quelque part un petit peu une clôture. Autant la pratique elle-même de la philosophie, elle est indéfiniment, disons, donc renouvelée. Et c'est ce qu'on fait quand on est dans le philosophé, on est finalement dans cette pratique. Donc la pratique, elle, serait dans justement ce mouvement perpétuel de la pensée, agité par les questions et les problématiques. Et par contre, il y a effectivement des philosophies qui ont voulu faire système et qui ont voulu faire s'évanouir les questions et les problèmes. Oui, tout à fait, parce qu'ils les avaient résolus. Alors qu'on pense dans une pratique philosophique que tout est réinterrogeable. Et le principe même de la discussion à visée philosophique, c'est de considérer que n'importe quelle thèse doit être considérée au niveau des échanges comme une hypothèse. Et donc doit être discutée. Donc la discutabilité, dans la pratique philosophique, la discutabilité de ce qui est proposé, finalement, est absolument fondamentale. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on n'a jamais, disons, le dernier mot. Il y en a un qui parle en dernier, mais ce n'est pas parce qu'il a parlé en dernier qu'il a le dernier mot. Puisque ce qu'il a dit peut être aussi réinterrogé, peut être objecté, etc. Et dans cette espèce de mouvement, disons, dialectique que se prouve le mouvement de la pensée. On peut toujours faire une objection à ce que je pense. Et même d'ailleurs, les philosophes qui ont cru renverser les philosophies d'avant, les philosophies antécédentes, on a envie de leur dire parfois, bon, vous les avez renversées, mais du coup, vous êtes quand même l'autre versant de la philosophie que vous avez renversée. Donc, au fond, vous êtes quand même construit à partir de quelque chose. C'est sûr. Puis eux-mêmes seront renversés par ce qui arrive après. Voilà, c'est ça.